Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui la voix d'un maire d'une grande ville de Bourgogne. Christophe Sirugue, député maire socialiste de Chalon-sur-Saône, bonjour. Bonjour. Nous allons parler de votre ville, de votre bilan, de vos projets avec les questions des Chalonnais rencontrés cette semaine et avec les questions des téléspectateurs et des internautes sur le site internet de France 3 Bourgogne, sur la page Facebook de France 3, pas sur Twitter aujourd'hui, France 3 est en panne pour ce réseau Twitter. En quelques mots, Christophe Sirugue, vous êtes né en 1966, poussé en politique par André Billardon. On se souvient que vous avez été un très jeune, à 37 ans, président du Conseil général de Saône-et-Loire. On se souvient aussi qu'en juin 2007, dans un contexte défavorable à la gauche, vous devenez député en renversant une situation très compromise au soir du premier tour. Et dans la foulée, 2008, vous êtes élu maire de Chalon, que la droite détenait depuis 1983. Et vous voilà candidat à un deuxième mandat. Et justement, il se dit quoi, le candidat socialiste, vice-président de l'Assemblée nationale, donc identifié politiquement, quand le président et le Premier ministre battent des records d'impopularité et que le mécontentement s'exprime un peu partout? Il se dit que le contexte est difficile, mais très sincèrement, personne n'imaginait que ce serait facile. Et moi, je rappelle ce qu'étaient les propos du candidat Hollande avant de devenir président de la République. Il disait qu'il y aurait inévitablement des moments difficiles, qu'il y aurait inévitablement des efforts à faire, parce que la dégradation des comptes publics est telle que l'on n'a pas le choix. Il faut que nous rétablissions les éléments et ça passe par des efforts qui sont forcément difficiles à faire accepter par les habitants. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui serait chez soi et qui finalement aurait des dépenses en termes de remboursement de dettes particulièrement élevées qui ne pourrait plus rien faire d'autre. On a aujourd'hui des enjeux à relever, donc c'est vrai que la période est difficile, mais je pense très sincèrement qu'il y a des signes qui montrent qu'on va réussir ce qui nous a été demandé par les Français. Il y a un certain nombre d'élus qui se destinent à être candidats aux prochaines élections, qui clairement ont demandé au gouvernement, au Premier ministre, des gestes, enfin de calmer certains dossiers, et par exemple, la mise à plat du dossier fiscal, c'était probablement une mesure dans ce sens-là. Il vous semblait important quand même de calmer le jeu avant les municipales, tout de même ? Je ne suis pas sûr qu'il faille placer le débat du redressement des comptes publics de l'État par rapport à un enjeu électoral. Il y a un problème de responsabilité à un moment. Néanmoins, ce qui est aujourd'hui posé, c'est la question de la justice. C'est-à-dire l'effort, oui, mais à condition que l'effort soit juste. Et je pense que le gouvernement avait besoin de montrer comment il pouvait répartir l'effort de telle sorte que ceux qui sont avec les plus bas revenus, ceux qui sont les classes moyennes, comme on a l'habitude de les appeler, ne soient pas considérés comme ceux qui doivent faire le maximum d'efforts. Et je pense que le travail engagé, la réflexion sur la réforme fiscale va nous permettre de travailler sur ces enjeux-là. Avant de faire le bilan de votre mandat, un mot tout de même sur la ville elle-même. On se souvient du Chalon locomotive de la Bourgogne, puis des difficultés économiques avec la fin de Kodak. Du Chalon en difficulté démographique, la ville est passée sous la barre des 50 000 habitants. Pour vous, quelle est aujourd'hui la place de Chalon en tant que ville dans la Bourgogne? Toujours une locomotive, moins cette vocation? Je pense qu'elle a une place prépondérante en Bourgogne. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si elle est celle qui est aujourd'hui à l'origine d'un dialogue avec la communauté urbaine Le Creusot-Monceau, avec le Grand Dijon. Il y a pas plus tard qu'une semaine, nous étions au Conseil régional pour un travail sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, où a été présenté ce que l'on appelle l'arc urbain. Et l'arc urbain, c'est Dijon, Grand Chalon, communauté urbaine. Et d'ailleurs, j'ai agréablement constaté que venait se greffer Mâcon, qui a demandé à pouvoir travailler avec nous, et Beaune, qui s'est interrogé de savoir pourquoi il n'était pas dans l'arc urbain. S'il s'était mobilisé, ils y seraient probablement. Donc Chalon a cette vocation à porter ces éléments-là. Alors c'est vrai que Chalon est une ville qui a subi un coup rude avec le départ de la société Kodak. Mais c'est une ville qui a du ressort, c'est une ville qui a une capacité à rebondir. Elle l'a montré d'ailleurs lorsqu'elle avait déjà été frappée par Creusot-Loire et par les problématiques de 1984. Donc moi je suis extrêmement en confiance dans les capacités de cette ville. Je suis extrêmement sûr qu'il y a des éléments qui permettront de rebondir. Et je pense que les chiffres qui paraîtront dans quelques temps montreront que démographiquement parlant, les choses se rétablissent et que par ailleurs, nous avons économiquement parlant encore une place particulièrement forte. Nous sommes la deuxième ville économique de la région Bourgogne. Alors on va en parler bien sûr de l'économie. J'évoquais la perte démographique, elle a des conséquences budgétaires, avec moins d'impôts qui rentrent, moins de dotations de l'État. Et vous aviez déclaré en arrivant à la mairie, je vous cite, « Nous savions que la situation financière serait médiocre, mais la réalité est plus mauvaise encore ». Est-ce que ça veut dire que vous, maire de Chalon, vous n'avez eu aucune marge de manœuvre, on va dire, et que vous avez été très handicapé pour faire quelque chose à Chalon?
c'est ce mandat, c'est celui-ci, 2008-2014, qui a eu à gérer les conséquences de la disparition de la société Kodak. C'est-à-dire que c'est ce mandat au cours duquel nous avons vu s'effondrer nos dotations, nos recettes. Comprenez bien qu'une société de cette taille-là produit des recettes extraordinaires et que les compensations qui ont été apportées ont été des compensations petit à petit en baisse pour maintenant avoir totalement disparu. Vous êtes en train de nous dire que ça n'avait pas été fait précédemment? Mais ça veut dire que la période à laquelle ça s'est fait font que les échéances qui ensuite ont été, les échéances négatives, ont été pour l'équipe qui est arrivée en 2008. Et quelle que soit l'équipe qui serait arrivée en 2008, elle aurait eu à gérer cette situation un peu particulière. Je pense que dans ce contexte-là, nous avons essayé de trouver un équilibre entre des finances publiques, j'imagine qu'on y reviendra, des finances publiques qui soient les plus tenues possibles, et en même temps, la nécessité de donner de la force à l'investissement pour qu'on puisse contrecarrer le coût de la disparition de la société Kodak, investir pour donner de l'image de dynamisme sur ce territoire. Enfin, moi, je rappelle quand même que lorsque je suis arrivé en 2008, on parlait de Châlons comme la belle endormie. Oui. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une ville dont on peut contester, probablement, il y en a, les orientations qui ont été prises ou les choses qui ont été faites, mais personne ne peut me dire que Châlons n'a pas bougé entre 2008 et 2014. On parle beaucoup de ras-le-bol fiscal et beaucoup de candidats... ou de candidats qui vont bientôt se déclarer, annoncent dans leur programme des augmentations d'impôts zéro. Est-ce que ça veut dire que vous le ferez aussi, Christophe Sirugue, d'impôts locaux zéro? Moi, je ne vais pas plaider pour l'impôt, bien évidemment. Mais je plaide pour l'utilité de l'impôt. Et je pense que tous les discours qui consistent à dire finalement que l'impôt, c'est un élément négatif, que l'impôt, c'est un élément qu'il faut supprimer, il faut alors derrière dire quels sont les services que l'on supprime, quelles sont les actions que l'on supprime. Alors bien évidemment qu'il y a un ras-le-bol fiscal et qu'il faudra inévitablement qu'il y ait des engagements très précis pour ne pas faire croître les impôts de manière inconsidérée. Et très probablement en effet que la réforme fiscale nous permettra de rendre la fiscalité locale plus juste que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais sur ces questions d'impôts, il faut expliquer à quoi sert l'impôt, être raisonnable, bien évidemment, sur ces enjeux-là. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, j'avais dit en 2008 que je ne ferais pas croître les taux de fiscalité locale au-delà de l'inflation. Il se trouve que nous arrivons en fin de mandat, que nous avons l'évolution de l'inflation entre 2008 et 2014 et l'évolution des taux de fiscalité, donc de la décision des équipes que j'ai animées, et nous sommes un petit peu en dessous de l'inflation. Donc, nous avons réussi à tenir ces éléments-là, mais nous en avions besoin pour pouvoir porter ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les conséquences d'une disparition d'une entreprise aussi importante que Kodak. Alors pour cette émission, nous avons tendu les micros de France 3 à des Chalonnais dans la rue. On va écouter la remarque d'un Chalonnais qui concerne justement les finances de la ville. On l'écoute. Monsieur le maire, bonjour. Donc ma question porte sur votre programme qui était annoncé donc, sur les dernières municipales. Par rapport au déficit de la ville, j'aimerais savoir si cela a évolué et si vous avez donc réglé ce problème de déficit. Est-ce que la dette de Châlons a baissé? Alors, quelques rappels. Alors, c'est un peu compliqué quand on parle des chiffres. Je voudrais rappeler qu'en 1996, donc Dominique Perben, la dette était de près de 83 millions d'euros. Elle a ensuite régulièrement baissé, et lorsque Dominique Perben est parti, la dette était de 76 millions d'euros. Ensuite, il y a eu la gestion de M. Alex, qui a consisté à ne jamais augmenter les impôts, à ne pas faire de travaux, et du coup à réduire de manière substantielle la dette, qui est descendue à 63 millions d'euros en 2007. Quelle est la réalité aujourd'hui? Nous sommes à une dette qui est à 71,5 millions d'euros, c'est-à-dire au-dessus des 63, mais bien en dessous du niveau d'endettement qui était celui de la ville lorsque Dominique Perben était là. J'ajoute que nous désendettons la ville tous les ans, puisque nous remboursons des emprunts plus fortement que nous n'empruntons. Et donc, mécaniquement, nous faisons réduire cette dette. Et je vais donner un chiffre qui est probablement le chiffre qui permet le mieux d'apprécier les efforts qui ont été faits. En 2008, la capacité de désendettement, c'est-à-dire le nombre d'années nécessaires pour supprimer la dette, était de 14,16 ans. En 2013, elle est de 9,22 ans. Donc, à tous ceux qui ont choisi de faire campagne sur l'endettement de la ville, je dis que la réalité des chiffres montre que cet endettement est maîtrisé. On a besoin d'une dette parce qu'il n'y a aucune raison que la génération actuelle porte
tous les investissements de travaux qui parfois vont durer 15 ans, 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Mais on a besoin d'une gestion d'une dette qui soit maîtrisée. En tout état de cause, elle l'est pour la ville de Chalon-sur-Saône. Et je précise que si ce n'était pas le cas, les banques ne nous auraient pas prêté tous les ans. Et moi, contrairement à d'autres maires, je n'ai pas eu de refus de demande de prêt à chaque fois que j'ai eu à les faire. Le leader de l'opposition municipale, Gilles Platrec, nous avions d'ailleurs invité à s'exprimer dans cette émission et qui n'a pas souhaité le faire, vous a effectivement à plusieurs reprises accusé d'avoir lourdement endetté la ville. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas une discussion qui renvoie à ce qui se passe en France aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit tenir les finances au risque de brider ce qu'on peut faire? Ou est-ce qu'on doit les lâcher pour pouvoir développer la ville? Vous vous êtes trouvé confronté à ça? Il faut faire les deux. Il faut réduire son endettement. Parce que si vous ne réduisez pas l'endettement, vous prenez le risque d'avoir des remboursements de plus en plus importants. Et en même temps, si les collectivités locales, qui représentent en France 73% de l'investissement public, si ces collectivités locales ne sont pas celles qui investissent, alors vous contribuez à dégrader encore plus le contexte économique. 75% des marchés publics passés par la ville de Chalon-sur-Saône le sont pour des entreprises locales. 75% des marchés publics. Chaque fois qu'on va diminuer la part consacrée à ces marchés, chaque fois, on apportera un coût encore plus aux entreprises locales et donc à l'emploi. Il faut trouver ce point d'équilibre. Et j'ajoute là-dessus que dans les équipes qui m'ont précédé avant 2008, et notamment les équipes de Michel Alex, on inscrivait des sommes en termes d'investissement et on en dépensait 50% en réalité. Nous nous inscrivons des sommes en termes d'investissement et nous sommes aujourd'hui à un taux de consommation de 83%. Ça veut dire que nous avons réussi à caler les besoins qui sont les nôtres. Et si aujourd'hui j'ai des difficultés pour répondre à votre question, elle est plus liée à cette période où avec 50% simplement des dépenses, eh bien l'entretien général du patrimoine n'a pas été fait, qui pèse aujourd'hui. Les quais, les bâtiments publics, les équipements sportifs n'ont pas été entretenus et il nous a fallu, bien évidemment, porter cet élément-là. Je donne l'anecdote parce qu'elle est quand même assez intéressante. Quand je suis arrivé, il y avait un sinistre sur le beffroi de la ville de Chalon-sur-Saône. La prime d'assurance avait été encaissée par mes prédécesseurs, dépensée, mais les travaux pas réalisés. Il a bien fallu que nous les fassions avec une prime d'assurance qui avait été destinée à autre chose. Vous aviez pris l'engagement, mais ça c'est des engagements qu'on prend souvent quand on est dans l'opposition, de renégocier l'ensemble des délégations de services publics. Concrètement, est-ce que ça s'est fait et est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a économisé pour les Chalonnais? Alors nous avons en effet renégocié l'intégralité des délégations de services publics, sauf une, qui est celle du parking souterrain de la place de l'Hôtel de Ville, qui a été signée tardivement par les équipes précédentes et pour 30 ans, ce qui fait que l'élément de compensation financière que nous demande le délégataire pour revoir le contrat sont incompatibles avec nos capacités financières. Et malheureusement, c'est un contrat qui a été signé au détriment des intérêts des Chalonnais et que nous avons apporté, qui pose d'ailleurs le débat que j'ai sur la problématique du stationnement à Chalon-sur-Saône. On va y venir, je vous rassure. Mais à partir du moment où on ne peut pas influer sur un objet aussi important que 450 places en centre-ville, bien évidemment, ça rend difficile une cohérence d'ensemble des politiques de stationnement, mais on va y revenir. Sur les autres délégations de services publics, la première que nous avons renégociée, c'est la restauration scolaire et la restauration collective. Je rappelle quand même qu'à partir de la cuisine centrale de Chalon-sur-Saône, étaient produits pour le compte de la ville de Chalon-sur-Saône 270 000 repas an, mais en fait étaient produits 1 million de repas an qui étaient vendus à d'autres villes ailleurs sans que nous n'ayons la moindre compensation pour le budget de la ville. Nous avons renégocié ce contrat. Nous avons considéré qu'à partir du moment où ces repas étaient faits de la cuisine centrale de Chalon sur laquelle les investissements étaient faits, il y avait une quote-part qui devait nous revenir. Et bien évidemment, financièrement, c'est beaucoup plus intéressant pour notre territoire. Sur la question de l'eau et de l'assainissement, cela a été fait dans le cadre de la prise de compétence du Grand Chalon sur les politiques de l'eau et de l'assainissement qui nous permettront, d'ici 2016, de travailler sur la notion d'un service public de l'eau. Sur la problématique qui est celle du chauffage urbain, nous avons également renégocié les éléments qui va nous permettre à la fois de modifier les sources d'énergie de telle sorte qu'elles soient verdies, comme on dit, ce qui va nous permettre de bénéficier de compensations financières intéressantes, refaire le réseau parce qu'il était particulièrement dégradé, et cela donnera ses fruits à partir de l'année prochaine, puisque c'est la conséquence de la renégociation. Donc elles ont été renégociées conformément à mes engagements. Vous avez parlé de communauté d'agglomération. On se souvient que c'était un dossier très épineux précédemment entre un maire et un président qui n'étaient pas au même endroit, on va dire, avec une opposition ville-campagne d'une certaine manière. Quel bilan vous tirez-vous de votre présidence à la tête du Grand Chalon? Et d'abord, est-ce que ça a profité aux Chalonnais et aux gens du Grand Chalon?
Je pense que le Grand Chalon d'aujourd'hui est totalement différent de ce qu'il était lorsque je suis arrivé. Et vous avez raison de rappeler que le président de l'agglomération de l'époque et le maire de Châlons de l'époque, même parti politique, étaient en guerre l'un avec l'autre, ce qui d'ailleurs montre bien combien il y a besoin d'avoir une unité entre le maire de Chalon-sur-Saône et la présidence de l'agglomération, au risque de vivre ce qui se vit dans plein d'endroits en France, finalement une compétition entre les deux collectivités qui aboutit au bout du compte à des choses préjudiciables pour les intérêts des Chalonnaises et des Grands Chalonnais. Nous avons travaillé sur l'évolution des compétences, nous avons travaillé sur le pacte financier et fiscal qui lie les communes, et nous avons travaillé sur ce qui relevait de la ville-centre et de la première couronne et ce qui relevait des intérêts des communes de la deuxième couronne. Je le dis, tout cela a été fait dans le cadre des lois qui étaient en vigueur jusqu'alors, c'est-à-dire qui nécessitaient pour certaines l'unanimité et pour d'autres la majorité des 2/3. Donc si je n'avais pas eu le soin de rassembler le plus largement possible, alors nous n'aurions pas pu avoir ces évolutions. Et si nous avons eu ces évolutions, c'est que chacun a défendu sa commune, quel que soit le maire des 39 communes, chacun a compris qu'il y avait un intérêt à faire évoluer les compétences du Grand Chalon. Pour les Chalonnais, pour la ville de Châlons, ça a été aussi l'occasion de faire prendre conscience qu'elle portait toute seule des charges de centralité. Elle portait toute seule, et donc les contribuables chalonnais portaient tout seuls l'espace des arts, ils portaient tout seuls le Colisée, ils portaient tout seuls le parc des expositions, ils portaient tout seuls le port de plaisance et bien d'autres équipements. Et donc, dans la discussion, moi j'ai dit ce n'est pas normal que les contribuables chalonnais portent tout seuls, et donc ces compétences ont été transférées au Grand Chalon parce que tout le monde utilise l'espace des arts, en tout cas des habitants de toutes les communes, comme les autres équipements que j'ai mentionnés lorsque l'on va au basket, ou lorsque l'on va au rugby, ou lorsque l'on va au football. Et donc, il était nécessaire que nous ayons ce partage. Et ça a été une des grandes avancées, je crois, pour l'intérêt des Chalonnais. Autre point crucial dans l'actualité nationale, et puis au cœur de ces municipales, bien sûr, c'est l'emploi. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de péripéties à Châlons. On va écouter, là encore, une jeune Chalonnaise rencontrée cette semaine. Est-ce que vous pouvez faire venir des entreprises qui nous donnent du travail, à nous les diplômés chalonnais, au chômage, depuis trop longtemps. Voilà. C'est un vrai enjeu. Nous avons fait le choix avec le Grand Chalon de consacrer plusieurs dizaines de millions d'euros au développement économique, en requalifiant nos zones industrielles, en améliorant les outils d'accompagnement comme l'Agence de développement économique de la région chalonnaise, la DERC, en musclant le service économique du Grand Chalon, et nous avons réussi à faire venir des entreprises. Alors on parle souvent d'Amazon, qui est probablement, je le rappelle quand même, après Valenciennes, c'est la plus grosse implantation d'entreprises des 15 dernières années en France. Amazon s'est implanté chez nous, c'est au moment où je m'exprime, plus de 1000 salariés, et en temps normal, puisqu'il y a une saisonnalité, c'est aux alentours de 400 à 450 permanents. Et ça a coûté combien à la ville de Châlons ? À la ville de Châlons, rien du tout. Au Grand Chalon, une participation relativement faible, puisqu'il nous a simplement été demandé d'aménager la bretelle d'accès et de faire que les bus aillent jusqu'à la société. Et pour les autres, conseil régional et conseil général, ils n'ont pour l'instant rien versé, puisque tant que Amazon ne sera pas dans les règles par rapport à ses cotisations fiscales, il ne touchera aucune subvention. Donc nous avons aujourd'hui une entreprise, mais au-delà d'Amazon, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont implantées. Je pense à Sonéor, qui est l'ancienne zone industrielle nord, donc qui accueillait Kodak, que nous avons ouverte. Sur Sonéor, lorsque je suis arrivé, les entreprises voulaient quitter le site parce que les charges étaient trop lourdes. Aujourd'hui, non seulement tous les bâtiments existants ont été vendus ou réaffectés, mais nous en sommes à 7 nouvelles constructions, et donc avec des entreprises qui se sont réimplantées sur ce site. Alors, la période reste difficile, et la jeune femme qui vient de s'exprimer... Il y a une compétition entre les... Bien évidemment qu'il y a une compétition. Et dans des projets sur lesquels je travaille en ce moment, d'implantation d'autres entreprises, on est en compétition, on se bat, on essaie de donner le maximum de choses, et je pense que nous avons des atouts pour réussir. Mais c'est vrai... il y a une forme de chantage des entreprises ? Mais bien évidemment, il y a non pas un chantage, mais il y a un dialogue. Et un dialogue avec les territoires qui sont susceptibles d'accueillir. Mais c'est déjà bien que le Grand Chalon soit un territoire susceptible d'accueillir. Ça veut dire que dans l'ensemble de la carte française, c'est ici que des porteurs de projets ont le sentiment qu'ils peuvent faire fructifier leur implantation. C'est un élément, quand je parlais des atouts de la ville de Châlons et du Grand Chalon, c'est un des éléments qui fait que nous avons l'opportunité déjà de nous dire qu'il faut se battre pour que ces projets qui nous sont présentés s'implantent chez nous. Vous avez parlé de projets en préparation, ça veut dire qu'il y aura des annonces pendant la campagne ?
Je ne sais pas. Ce sont les porteurs de projets qui diront à quel moment ils choisiront entre nous et, pour l'instant, une ou deux autres implantations. Je suppose que vous préféreriez que ce soit d'ici le mois de mars. Je préférerais bien évidemment, parce que nous y travaillons quasiment tous les jours dessus. J'étais encore avec le préfet de Saône-et-Loire et le sous-préfet hier matin pour travailler sur ces enjeux-là. Donc nous avons fait des offres que je crois intéressantes, à 2 grosses entreprises qui souhaitent, enfin en tout cas qui ont mis Chalon dans leur hypothèse d'implantation. Nous verrons si nous réussirons. Nous nous battons aussi fortement que nous nous sommes battus pour un volume d'emploi de combien? Pour l'une 250 et pour l'autre 500. Ce qui serait important. Bien sûr, ce qui serait important. Mais je donne quand même quelques indications. Le taux de chômage à Chalon est dans la moyenne nationale. Nous sommes à 10 pour une moyenne nationale qui est à 9,8. Et par ailleurs, pour les catégories A, nous avons une diminution du nombre de demandeurs d'emploi les mois derniers, puisque nous avions 7650 inscrits en janvier et que nous en avons 6873 au mois d'octobre. Il y en a encore beaucoup trop. Il faut que nous nous remontions les manches. C'est la priorité des priorités pour ce qui me concerne. Autre priorité, semble-t-il, pour les Chalonnais, parce que nous avons reçu beaucoup de messages sur la circulation, sur l'accès au centre-ville, avec, on va le dire, une forme de polémique à Chalon autour d'aménagements de circulation. Votre opposition a même parlé dans un communiqué de hausse anormale des accidents et de blessures physiques sérieuses, ce qui est tout de même fort. Resituons les choses. Nous avons, comme beaucoup de villes en France, et d'ailleurs j'ai regardé avant de venir les émissions de Jean-Patrick Courtois à Mâcon, les émissions à Auxerre, les émissions à Dijon, les émissions concernant Nevers, et j'ai vu que les mêmes problématiques étaient évoquées, c'est-à-dire le stationnement, la circulation et l'accès au centre-ville. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tous eu des travaux de l'ampleur de ce que nous avons mené. Mais néanmoins, nous avons considéré que nous avions besoin d'embellir le centre-ville. Ça a commencé par les réfections des rues piétonnes. Donc c'est vrai que ça a été une nuisance pendant un moment important. Puis nous travaillons sur la répartition des modes de déplacement avec la mise en place d'un bus à haut niveau de service. Deuxième élément de perturbation. Nous continuons à avoir une cohérence des déplacements parce que lorsque nous avons choisi de supprimer l'autopont qui était au milieu de la ville de Chalon-sur-Saône, bien évidemment que cela a des incidences, notamment sur la rocade. Et nous sommes arrivés à modifier des feux sur la rocade qui, lorsque nous l'avons fait au mois de juin dernier, ont en effet entraîné un nombre d'accidents trop important. Aujourd'hui, quelle est la réalité ? Et qu'est-ce que je disais à l'époque ? Je disais, oui, c'est en effet extrêmement préoccupant qu'il y ait des accidents, mais je pense que les choses vont se normaliser. La réalité d'aujourd'hui, et les chiffres, je les ai ici, nous sont communiqués par à la fois les pompiers et la police nationale, nous n'avons plus aujourd'hui d'accidentologie anormale sur le site de la rocade. Alors il reste des ralentissements importants sur le territoire du Grand Chalon, qui sont dus probablement à quelques aménagements qu'il va falloir que nous corrigions. Et moi, je suis le premier à dire qu'il y a des choses à améliorer. Je pense au carrefour de la Colombière particulièrement. Mais il y a aussi des travaux extrêmement lourds de la route Centre-Europe-Atlantique, de la RCEA à Drou-Cortelin, que nous attendions depuis 15 ans. Donc il faut qu'ils se fassent. Ils ont une incidence. Et quand j'entends le mécontentement sur la circulation, je considère qu'il est un peu excessif. Mais cela étant, je l'entends souvent de gens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire qui vivent en effet ces ralentissements dus à ces travaux extrêmement importants, mais qui sont aujourd'hui, pour la RCEA, indispensables et pour les autres, terminés. C'est une mauvaise idée, trop de travaux pendant tout un mandat, non, Christophe Sirugue. Électoralement, c'est une mauvaise idée. On ne va pas quand même travailler que pour l'électoralisme, même si j'ai bien compris que certains de mes adversaires ne parlaient plus que de ça. Moi, je pense que quand vous parlez négativement de votre ville, vous lui portez atteinte. Moi, je travaille pour Chalon, pour le Grand Chalon, pour la moderniser, pour l'adapter. Et pour cela, il a fallu faire des travaux. Et des travaux dont je pense qu'ils sont, au bout du compte, bénéfiques pour notre territoire. La question de l'attractivité du centre-ville. Si ça ne reposait que sur les voitures, alors qu'on m'explique pourquoi, partout en France, il y a des questionnements posés sur le commerce en centre-ville. J'ai là la liste à Châteauroux, j'ai là la liste à Châtellerault, j'ai là la liste à Brest. Je pourrais lister comme ça toutes les villes dans lesquelles il y a ces problématiques qui sont posées, qui sont une problématique économique par rapport aux baisses de chiffre d'affaires des commerçants, réelles. Un commerçant nous dit, les Chalonnais ne viennent plus au centre-ville. Mais c'est pas vrai. J'en veux pour preuve que les fêtes de fin d'année d'illumination que nous avons eues le 8 décembre dernier, il y avait des milliers de personnes dans la rue. Ils sont venus comment ? En hélicoptère ? Ils sont venus comment ? En passant par les souterrains ? Donc à un moment, ils se sont bien garés quelque part. Donc la problématique qui nous est posée, c'est celle de l'attractivité et justement
d'avoir des moments festifs forts, des moments de convivialité qui fassent que les gens viennent. Et quand on le fait, ils viennent. Et donc le problème qui est posé n'est pas celui, contrairement à ce que l'on veut bien dire, de la problématique de circulation de stationnement. Je rappelle que la ville de Châlons est celle, parmi les villes moyennes, qui a le plus de stationnement gratuit, 5000 places gratuites. Et nous ne les avons pas diminuées avec les travaux, puisque nous les avons même augmentées un peu avec l'ouverture des stationnements sur l'île Saint-Laurent. Alors, vous parliez d'attractivité. Il y a une question qui va nous relancer là-dessus. Je vous fais part tout de même de ce que dit Sofiane, qui dit « Depuis 2008, Châlons a changé et est devenu une belle ville. Pourquoi les Chalonnais ne le reconnaissent pas? Merci, monsieur le maire. » Vous avez une fan. Merci. En revanche, Chopinette nous dit « Bonjour, comme beaucoup de Chalonnais, je monte à Dijon à la Toison d'Or très régulièrement. Pourquoi Châlons, pourtant idéalement placé, n'a jamais eu l'idée de faire un centre de ce genre? De toute façon, les gens de l'agglo ne rentrent pas dans le centre-ville. » Alors, jamais. Jamais. Jamais la Toison d'Or à Châlons. Nous avons déjà une offre en grande surface supérieure à ce qui existe dans des villes comparables. Et quand je suis arrivé, je le rappelle quand même, il y avait un projet de 40 000 mètres carrés supplémentaires d'un centre commercial au péage Châlons-Nord, que j'ai interrompu. Et donc, on ne va pas se concurrencer avec une capitale régionale comme Dijon. Que Dijon ait un rayonnement, c'est normal. Châlons a déjà une offre en termes de centre commercial trop importante. La priorité aujourd'hui à Châlons, c'est de travailler sur le commerce de centre-ville, qui est confronté à une problématique économique de baisse de chiffre d'affaires, confronté au développement du commerce en ligne. Et donc, plutôt que d'essayer de se poser les mauvaises questions sur le stationnement, la circulation, parce que si c'était ça, je ne comprends pas pourquoi on a fait du rue piétonne partout en France. Il faut surtout arrêter de faire des rues piétonnes. Or, les commerçants des rues piétonnes ne revendiquent pas que nous revenions avec la voiture au milieu du centre-ville. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir dans un centre-ville? C'est d'avoir des commerçants les plus diversifiés possibles, une qualité d'accueil, une offre d'animation qui soit la plus dynamique possible. Et donc, nous sommes en train de travailler, pour ce qui nous concerne, sur un label, une marque commerce de centre-ville, parce que je pense que c'est cela qui nous permettra de rebondir. Il nous reste une minute d'émission, mais dans les critères, il y a la sécurité aussi dans un centre-ville? Bien sûr qu'il y a la sécurité, nous y avons travaillé. Les chiffres de la sécurité à Chalon-sur-Saône ont beaucoup diminué depuis 2008, de manière considérable, par le travail de la police nationale, par la coordination avec la police municipale. Nous avons choisi d'installer des caméras dans certains sites en accord avec le commissariat. Je pense que nous essayons de maîtriser au mieux les choses, mais nous avons des problématiques qui ont bien décru, fort heureusement, sur ces enjeux-là en centre-ville, même s'il reste encore, bien sûr, quelques difficultés. Il nous reste 30 secondes avant les informations de midi. Dans la deuxième partie, on va parler bien sûr de la campagne, des municipales, on va faire un petit peu de politique. On va parler aussi de vos projets pour un éventuel deuxième mandat, de ce qui peut-être n'a pas été fait aussi pendant ce premier mandat et que vous auriez bien voulu voir arriver. Tout cela, ce sera donc dans la deuxième partie. Et puis, vous pouvez bien sûr nous poser des questions. Vous en avez posé sur le site internet, dans l'article consacré à l'émission et puis sur la page Facebook de l'émission. Allez, on se retrouve dans 5 ou 6 minutes après les informations de midi pour lesquelles nous retrouvons sur le plateau tout à côté Claire Pain. À tout de suite.